Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui parce que ça fait quand même plusieurs mois sans activité, disons, physique de mammifères, hein. On a tenu l'Assemblée Générale, le CA de rentrée en juin dernier. 3 matinales ont donc été annulées. En avril, mai, juin, c'était en plus bien préparé, etc. Laurence, qui devait venir en avril, est donc là avec nous aujourd'hui. Le sujet du jour, hein, qui visiblement a du succès, parce qu'on a dû fermer les ventes, puisque pour des raisons sanitaires, on ne peut pas être 50. Quelle éthique pour vivre en bonne intelligence avec les machines douées d'IA. Et c'est surtout les machines dites émotionnelles, les chatbots, comme on dit, sur lesquels Laurence travaille plus particulièrement. Alors, c'est intéressant, c'est que le club, quand même, s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis assez longtemps, quand même. On avait fait venir Noza Boujema, souvenez-vous, je crois que c'était en 2017, sur un thème « Faut-il avoir peur des algorithmes ?» On a un groupe de travail qu'on avait nommé Vigilance numérique, hein, dont font partie plusieurs des membres de cette auguste assemblée, pour lequel Olivier Artigue, où il est Olivier, dénonce-toi Olivier, voilà, qui est là, avait écrit plusieurs articles fort intéressants, s'inspirant de ce qu'il avait pu entendre à la chaire du Club des Bernardins, l'humain face aux défis du numérique, hein, donc pas mal de questions éthiques évidemment. Je donne 2 des titres, allez sur le site parce qu'il y a des choses à lire sur notre site quand même. Les risques d'envahissement de l'humain par le numérique, hein. Et un autre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, je pense, c'est qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'homme de la machine. On va parler de ça. Est-ce que les machines peuvent faire comme les hommes? Ce n'est pas clair. Alors Laurence, elle, que je suis heureuse d'accueillir ici, ça fait plusieurs fois que je l'entends, donc que je la vois, j'aime beaucoup parce qu'elle travaille dans le concret. C'est une chercheuse et opérationnelle. Elle est donc chercheuse de l'IMSI, du CNRS, c'est le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Et elle est professeure en informatique et intelligence artificielle à la Sorbonne Université. D'ailleurs, elle devra nous quitter à 10h parce qu'elle a un cours place Malesherbes, place du Général Catroux, tout à l'heure. Elle a écrit beaucoup de publications scientifiques, évidemment. C'est une vraie chercheuse de ce point de vue-là académique. Et publié 3 livres, hein, dont 2 cette année. Cette année, c'est Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Et un petit essai sur la souveraineté numérique dans l'après-crise. Tous les 2 sont disponibles aux éditions de l'Observatoire sur leur site, je crois. N'allez pas chez Amazon, ce n'est pas la peine. Et depuis 20 ans, Laurence travaille sur les interactions homme-machine. Quand elle était petite, ça je l'ai trouvé dans un article du Monde, c'est pas elle qui me l'a dit, Laurence voulait travailler sur le cerveau et la construction de la pensée. Son papa ingénieur, sa maman chercheuse en biologie. Elle a finalement opté pour des études en informatique, hein, et donc est brillante sur l'informatique, mais elle s'est orientée très vite, ce qu'on appelle, en français évidemment, l'affective computing. Alors, un domaine de recherche qui est en fait au carrefour entre la psycho, l'informatique et les sciences cognitives. C'est intéressant, on voit de plus en plus de gens, d'ailleurs c'était le cas pour Noza Boujema avec son institut sur les algorithmes, qui travaillent en transdisciplinarité, enfin en multidisciplinarité, pluridisciplinarité. Et donc l'idée c'est de voir comment on peut faire la reconnaissance des affects humains, comment on peut raisonner à partir de ces informations, et comment les machines en retour expriment des affects elles aussi. Quand je disais qu'elle était concrète, c'est que Laurence travaille en partenariat avec des entreprises de robotique dans des écoles, dans des EHPAD ou dans des call centers, enfin des centres d'appel téléphoniques, parce qu'elle étudie les émotions qui sont générées par la voix, le langage, les gestes, les postures, les regards, les sourires. Ça peut se codifier ou pas. Elle analyse le rôle de l'humour, on en parlera peut-être, dans les interactions sociales avec des machines. Ce qui l'intéresse plus particulièrement, c'est encore un nom bien français, le nudge. Mais ça, c'est notre ami prix Nobel d'économie Richard Thaler qui a théorisé pas mal là-dessus. C'est-à-dire, c'est un truc d'économie comportementale. Le nudge, si les gens ne connaissent pas, c'est le coup de pouce. C'est-à-dire, c'est le petit truc qui fait que ça influence la façon dont vous allez vous comporter. Par exemple, je mets deux assiettes à une table, les gens s'assoient à 2, normalement pas à 3. Normalement. On met la chaise là, il s'assoit dessus, il ne s'amuse pas à déplacer le plan de table. Et elle travaille un projet de recherche qui s'appelle Bad Nudge, Bad Robot. Moi, j'aime bien le titre. Moi, en sondage, on dit garbage in, garbage out. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ça dépend quand même de ce qu'on y met. Et c'est peut-être l'homme qui a la main là-dessus. Alors,
J'arrête ma présentation longue. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en introduction, Laurence nous fasse un peu un état de la science sur ces soi-disant, il ne faut pas que j'induise, mais robots émotionnels. Hein. Est-ce qu'ils sont vraiment apprenants, hein, parce qu'on a du deep learning, et en quoi ça pourrait constituer des menaces potentielles à très court terme éventuellement et à plus long terme. Et puis surtout, quelle riposte mettre en place face à ces dangers éventuels, hein. Comment faire et comment ces travaux y contribuent. Bien, bonjour. Alors donc, merci d'abord pour cette invitation, hein, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois pour commencer à discuter de ces sujets d'IA et de société. Donc moi, je suis chercheur, comme tu l'as dit, dans un laboratoire de recherche du CNRS à Saclay, et j'enseigne sur les sujets dont je vais vous parler. C'est-à-dire en fait informatique, intelligence artificielle et éthique sur ces sujets. L'éthique, évidemment, je ne suis pas philosophe. Je viens des sciences dures, comme on dit, c'est-à-dire des mathématiques, de la modélisation, et donc je ne me permettrai pas d'avoir des propos philosophiques. Je m'intéresse à l'éthique appliquée. Alors l'éthique appliquée, c'est en fait comment on va adapter nos comportements, comment on peut comprendre nos actions dans le monde dans lequel on vit avec une certaine vision des valeurs communes et des valeurs individuelles. Donc c'est assez compliqué. Il y a des tensions évidentes entre les valeurs individuelles, par exemple, et les valeurs de la société. Donc l'éthique, c'est tout sauf quelque chose dans le marbre. C'est un processus dynamique sur lequel on doit réfléchir pour comprendre finalement est-ce qu'il y a des dérives possibles dans certains cas. Donc ça a un rapport à l'éthique des valeurs, à l'éthique conséquentialiste, hein, qu'est-ce que vont être les conséquences de mes actes. Et en cela, il est important de comprendre aussi qu'il y a une métaéthique, c'est-à-dire que ces systèmes qui vont être auprès de nous vont avoir une certaine influence sur nos valeurs, sans doute, peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme. Et donc il faut réfléchir au changement possible des valeurs que l'on aurait. Alors pourquoi je commence par cette introduction qui ouvre le champ très large? Parce que depuis peu, je suis impliquée dans le Global Partnership on AI, c'est-à-dire une sorte de GIEC de l'IA, mais je pense que le terme n'est pas bon, qui est en fait un comité international dans lequel on réfléchit à certains sujets liés donc au dynamisme pour notre économie d'utiliser des outils d'intelligence artificielle et en même temps, quelles précautions devons-nous prendre? Il y a 4 grands sujets, je pourrais vous en parler un peu plus. Le mien, je suis impliquée dans un groupe où nous sommes 2 Français, et donc il y a une trentaine de personnes, sur le futur du travail. Et si je prends cet exemple, c'est pour vous parler des changements des valeurs fondamentales qui pourraient être derrière l'utilisation, donc qu'on voit arriver, alors certains ont dit comme un tsunami, etc., mais qui impactent tous les secteurs de la société. Dans le travail, par exemple, les valeurs que nous avons en commun, ce sont la responsabilité. Qu'est-ce que devient la responsabilité si le système apprend aussi et utilise des données de la société? Est-ce que ce n'est pas une co-responsabilité entre le fournisseur de l'outil, celui qui entraîne l'outil, qui lui apprend un certain comportement, et l'utilisateur final? Donc cette problématique de copropriété, de co-responsabilité, ce n'est pas propriété, mais de co-responsabilité, c'est un bouleversement de la valeur de responsabilité dans le travail. Le deuxième point, par exemple, c'est le mérite. Le mérite dans le travail, c'est avant tout celui qui fait, n'est-ce pas, qui réfléchit et qui fait. Or, si la machine fait à votre place, quel devient votre mérite? Le mérite sera alors de peut-être surveiller, de vérifier, de donner des garde-fous, je ne sais pas, mais ce n'est plus le même mérite. Ce n'est plus le mérite du faire, mais le mérite de la surveillance. Donc là aussi, il y a sûrement une modification fondamentale qui risque de se passer. Le troisième point, donc je voulais vous alerter sur ce point, c'est la créativité. Les machines peuvent créer, si elles sont bien, je dis les machines pour dire les systèmes d'intelligence artificielle, s'ils sont bien programmés, peuvent arriver à concevoir des choses qu'on n'a pas vues.
On l'a vu dans les mains du peintre, du compositeur de musique, etc., etc. On peut arriver à lui faire des choses qui sont finalement des tableaux nouveaux ou alors il est capable de copier ce que fait un journaliste, de synthétiser les choses, mais de créer des choses nouvelles. Par contre, par rapport à l'humain, la machine n'est pas capable de se rendre compte de cette nouveauté. Donc ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir inventer des choses, c'est le fait de ne pas se rendre compte de l'invention. Même ce qu'on appelle la sérendipité, à mon avis, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire découvrir par hasard quelque chose d'important, qui a été le cas de nos grands découvreurs, Galilée, etc. Parmi les mathématiciens et les physiciens, il y a eu énormément en fait, de découvertes avec cette notion de hasard. Je tombe sur quelque chose, c'est une pépite, et je me rends compte que ça doit être très important. Eh bien, la machine est capable de créer et d'aller vers quelque chose de nouveau par hasard, puisque le hasard est une grande notion en informatique, qu'on manipule, en mathématiques aussi. Et du coup, là aussi, méfiance, qu'est-ce que la créativité humaine? Comment bien différencier créativité humaine qui se rend compte de la force de ce qu'on vient de faire et de l'explication que l'on peut apporter comme pierre à l'édifice de notre société pour aller plus loin dans la connaissance, et ce que fait la machine, qui est une connaissance par hasard, sans se rendre compte du tout de l'effet, ni de l'impact, ni de rien autour de ce qu'elle a créé. D'accord ? Voilà un peu le spectre. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, donc ce que je pense qu'il manque à l'heure actuelle, très clairement, dans ce que nous vivons en ce moment avec l'arrivée de ces outils un peu partout, à le voir dans les sondages, grand public, eh bien, ce qui manque, ce sont des repères. La science, c'est normalement, les scientifiques sont des gens qui sont là pour donner des repères. Or, on a bien vu que c'est aussi dynamique, la science. C'est un processus qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on émet des hypothèses, on essaie de prouver des théories, enfin, essayer d'élaborer des théories, essayer de les prouver de façon expérimentale ou pas. Et on a vu ébranler en fait les notions scientifiques parce que les médias s'emparent trop vite de ces sujets et à partir des premiers essais vous donnent à croire qu'on a effectivement trouvé quelque chose. Alors que la science s'établit sur une histoire plus longue qui nécessite plusieurs étapes pour arriver à entériner un peu quelque chose. Et encore, il est vrai que beaucoup de théories, même en mathématiques, ont été ensuite récusées ou modifiées ou adaptées parce qu'on avait découvert d'autres choses. D'accord ? Donc c'est un processus lui aussi dynamique. Et cette dynamique qu'on a à travers cette compréhension fine des comportements de ces objets et de la technologie n'est pas comprise, et de la science plutôt, n'est pas comprise par le grand public. Et donc, qui a besoin, en fait, de se raccrocher à des choses sûres. Donc, plus quelqu'un est devant eux en disant « c'est comme ça », d'un ton très, très sûr de lui, eh bien, plus il va y avoir une vérité, une crédulité auprès de ce qui est dit. Bon, j'arrêterai sur le sujet. Donc, moi, je m'exprime. Donc, j'appartiens aussi à l'Institut Data.IA, qui avait monté Noza Bougema, que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, qui est maintenant parti dans l'industrie. Donc, moi, je continue à être sur Paris-Saclay, où j'ai une chaire maintenant sur l'IA et qui a rapport au nudge dont on parlait tout à l'heure, dont je pourrais vous parler en détail, mais là, je vais rester sur 20 minutes d'explication un peu de ce qui me semble être le plus important, et puis vous pourrez me poser des questions. Je pense que c'est la meilleure façon d'interagir, c'est questions-réponses, et puis partir sur ce qui vous intéresse le plus. Donc, dans Data.IA, on a récemment fait, par exemple, le kick-off, c'est-à-dire la présentation de nos différentes chaires. On en a 16 sur le Paris-Saclay. Et donc, mon intention est de créer un laboratoire d'observation de ces agents conversationnels, robots intelligents, doués de certaines capacités qui n'ont rien à voir avec les capacités des humains, mais qui peuvent bluffer. On peut projeter sur ces machines des réactions d'affectifs, des réactions de croyances par rapport à une machine qui vous tient un discours, comme ces machines qui vous parlent.
Du coup, il me semble important de créer des terreaux d'expérimentation et d'explication autour de ces différents systèmes que sont les machines conversationnelles. Je viens d'un laboratoire du CNRS où c'est typiquement le cœur de travail. On a un département entier sur l'interaction humain-machine. Or, c'est un sujet qui n'est pas tellement sur le devant de la scène. Donc, ce sujet d'interaction humain-machine, je le prends à bras-le-corps avec une équipe pluridisciplinaire dont des linguistes, des informaticiens et des économistes et des juristes. Les économistes pour justement l'idée de pouvoir mesurer en grandeur les effets sur la société ou l'économie comportementaliste, hein, c'est ça, comment les gens réagissent dans certaines situations et pouvoir dire attention. Un exemple, on a fait ensemble dans le projet dont vous parliez, Bad Nudge, Bad Robots, on a fait ensemble un exemple dans une école. Nous avons été dans une école primaire à Fontenay-aux-Roses. On a enregistré 90 enfants devant soit un robot, soit un Google Home, enfin l'enceinte des OC puisque nous le pilotions, soit un être humain avec le même scénario. Le scénario était le suivant. Nous essayons en fait de faire jouer les enfants à un jeu du dictateur, un jeu autour de l'altruisme. Pour un adulte, on dit « je vous donne 100 €, combien en donnez-vous à la société, combien en gardez-vous pour vous ?» Et ce jeu a des résultats que l'on connaît. Pour les enfants, nous avons pris des billes. On leur a dit, voilà un sac de billes, de 10 billes, combien en prends-tu pour toi, combien en donnes-tu aux autres? Et toute l'idée du nudging, qui est nouvelle parce qu'on l'a vu dans le design, dans le marketing, dans la publicité très largement, pour la politique également, mais on ne s'est pas demandé, est-ce que ces outils du numérique conversationnel pouvaient aussi nous nudger? Or, comment je propose cette stratégie à travers une machine conversationnelle? La machine dit à l'enfant, es-tu sûr? Moi, j'en aurais donné plus, ou moi, j'en aurais pris plus. Enfin, on s'adapte au choix de l'enfant. Ou alors, donc ça c'est un nudge facile à partir de l'influence qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi, la machine disait, les autres ont choisi plus que toi, les autres donnent plus que toi. Et on voit bien l'influence que cela peut avoir sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on a pu voir à travers les statistiques qu'on a faites sur évidemment pas assez de personnes, mais qui déjà intéresse l'école de Chicago, qui est à l'origine de tous ces prix Nobel, Thaler, dont on a parlé, Richard Thaler, mais aussi avant Kahneman, qui avait travaillé sur système 1, système 2, je vais revenir après sur sa théorie, eh bien, on est aussi écouté par l'école de Chicago sur cette idée d'expérimentation du nudge à travers la conversation et ses outils conversationnels. Et donc le résultat montrait clairement que les enfants étaient plus enclins à suivre c'est pas une manipulation, parce que c'est une incitation à faire, les incitations venant d'une machine ou d'un Google Home plutôt que d'un humain. Alors, il y a à cela un certain nombre de biais qu'il va falloir que l'on encadre. Chaque expérience demande du temps. Donc je ne dis pas noir sur blanc, c'est comme ça, je dis c'est intéressant de continuer en plus grande largeur ce genre de choses. Et puis auprès de personnes fragiles, c'est le but dans la chair, mais ça peut être aussi auprès de tout le monde. Donc nous ferons différents types d'expérimentation et d'exploitation des résultats dans la chair qui va durer 4 ans. Et nous travaillons évidemment avec des industriels et également avec des fondations auprès de personnes fragiles comme la Fondation Anne de Gaulle ou la Fondation de l'aide au domicile, puisque je me suis intéressée à l'éthique en fait la première fois parce que j'amenais des robots et des agents conversationnels dans des EHPAD et pour entamer des interactions avec des personnes âgées. Et je me demandais quel allait être vraiment le profit pour elles, et je l'ai vu de certaines manières, que je pourrais vous expliquer, mais j'ai vu aussi tous les risques de manipulation et si ce n'était pas bien encadré. Voilà. Donc depuis, je pousse le plus possible le gouvernement, ainsi que les gouvernements de recherche, mais pas seulement. Je suis aussi impliquée dans le Hub Francia auprès d'industriels où j'ai un groupe de parole, de discussion autour de ces problématiques éthiques où on se fonde sur les derniers résultats proposés par le HLEG, c'est-à-dire le groupe sur l'Europe des grands experts qui ont travaillé sur l'IA. Donc, à partir de ces différentes réflexions qu'on peut avoir, à la fois donc, sur l'Europe, dans le monde, et puis je suis aussi dans un comité d'éthique, le comité national
pilote du numérique qui est en fait a débuté, l'aventure a débuté en décembre 2019 et nous sommes pour l'instant en lien avec le CCNE. C'est une sorte de CCNE numérique, donc avec le professeur Delfrécy, que vous connaissez tous bien, je crois, pour l'avoir vu de moult fois pendant la pandémie. Et bien, pendant la pandémie, nous avons travaillé énormément sur des projets autour de qu'est-ce que la télémédecine, comment ça bouleverse les choses, les infox de plus en plus importantes, et puis tous ces outils, Stop Covid, etc., comment est-ce qu'il y avait des problématiques éthiques derrière tous ces systèmes mis en œuvre, que ce soit par des machines ou des humains. Pour revenir maintenant au Bernardin, vous en avez parlé aussi, donc ça c'était pour dresser un peu ce qu'on fait sur Paris-Saclay. L'idée de pluridisciplinarité est évidente. Moi, on m'a joint aussi au Bernardin pour venir participer à ces conférences. Et grâce à cet ensemble de personnes avec lesquelles on discute, j'ai été aussi discuter avec des éminents collègues à Rome. L'idée est vraiment d'expliquer justement les frontières entre l'humain et la machine, puisqu'on a tendance en ce moment à dire « attendez, nous sommes machiniques et les machines apprennent ». Alors elles vont apprendre et donc elles deviendront quasiment plus parfaites que nous, puisque l'on voit bien le jeu de Go, les jeux vidéo avec des tireurs d'élite, tout ça, ça marche mieux avec une machine. Certes, ça calcule beaucoup plus que nous, c'est beaucoup plus précis, et donc ça, même avant qu'on me le dise, je peux vous assurer, moi, que la machine va gagner. J'avais été invitée la première fois sur un plateau télévision à Bibliothèque Médicis où le thème était, alors qu'on était en plein dans le championnat là, entre le champion de Go qui se battait contre une intelligence artificielle, et moi j'avais dit évidemment la machine va gagner. Bon, ben, l'humain a gagné une fois, mais la machine a gagné plusieurs fois. Et donc ça s'est répété. C'est évident parce que là c'est borné. Maintenant, si je mets un robot ici à côté de vous, là, qui doit rentrer, ben, c'est compliqué pour lui. Il y a des obstacles, il y a des choses qu'il n'a jamais vues. Donc, il doit, à partir de ce qu'il a déjà vu, intuiter des choses. Or, il n'a aucun sens commun et il n'a aucune affordance. Vous comprenez ce mot d'affordance? L'affordance, c'est ceci. Je prends quelque chose de nouveau, alors c'est pas tellement nouveau, mais pour me dire j'aurais pu avoir un réceptacle creux devant moi, j'aurais immédiatement imaginé que je pouvais mettre du liquide dedans, quelle fonction il pourrait avoir, voilà. Je projette sur des objets autour de moi que j'ai jamais vus, des fonctions qui me vont m'être utiles. C'est une espèce d'outils autour de nous et on a immédiatement un réflexe comme ça. La machine en est totalement dépourvue. Pas. Elle arrive devant et j'ai vu tellement d'expériences avec des collègues de multiples entreprises robotiques dire quand le robot prend une canette ronde, bah c'est différent de lorsqu'il prend un objet rectangulaire, il faut refaire tout l'algo et bien comprendre comment. Alors évidemment on progresse, mais il faut bien s'imaginer que tout cela, cette finesse de compréhension que l'on a du verre ou du réceptacle, elle n'est pas facile à représenter sur machine et à faire apprendre à une machine. Cela vient renforcer ce que je veux vous dire sur la différence entre humain et machine. Nous avons un corps que la machine n'a pas. Et donc je m'appuie en général sur les travaux de Spinoza pour dire qu'il n'y a pas de frontière entre le cerveau et le corps et que c'est une entité qui interagit totalement et de façon extrêmement fine, qui peut nous enlever de l'idée que l'homme peut être réduit par des programmes informatiques qui ne seraient que la partie cérébrale. Voyez ? Un autre argument pour cela, nous interagissons dans la vie à partir de système 1, système 2 qui a bien été théorisé par le professeur Kahneman, qui est économiste, qui est aussi prix Nobel en 2002, je crois. Et il dit la chose suivante, alors il s'intéressait au marketing, etc. Lorsque je décide d'acheter, eh bien, je décide souvent par instinct, par appétence vis-à-vis de la chose, et non pas par raisonnement rationnel, tenant compte de tous les tenants et aboutissants. Et c'est comme ça qu'on vous emmène acheter des tas de choses, n'est-ce pas ? Pour faire la mode comme le voisin, et surtout ne pas changer d'avis. Enfin, il y a tout un mécanisme que connaissent bien les gens en marketing, qu'il va être reproduit dans ces machines. Lorsque vous réservez, je vous donne un exemple de nudge très évident pour tout le monde, en informatique,
lorsque vous réservez une chambre d'hôtel, quelque part, je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment arrive une petite ligne rouge en bas qui dit 25 autres personnes sont en train de regarder ce site. On ne sait pas, et il ne reste qu'une chambre. On ne sait pas si c'est vrai, je vous assure qu'on clique quand on le veut vraiment. Donc ça, c'est du nudge. D'accord? C'est un exemple simple de nudge. Et il y en a partout. Tous les choix par défaut sont des sortes de nudge. La preuve, nous sommes, nous, maintenant très humanistes parce qu'on donne ces organes à la médecine, alors qu'avant, il fallait faire la démarche inverse. Ils ont changé la règle. Et donc, on ne donnait pas nos organes à la médecine parce qu'il fallait faire un effort. Il fallait produire une lettre pour dire « je souhaite ». Maintenant, il faut faire « je ne souhaite pas ». Et là, il y a beaucoup plus de gens qui sont propices à donner donc, leurs organes à la médecine. Vous voyez, le choix par défaut est fondamental. Et dans plein de systèmes, le choix par défaut n'est pas neutre du tout. Alors c'est très bien le nudge pour orienter la société, pour avoir plus de biens communs. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup dans la société sur, non pas les menaces en tant que menaces technologiques où la technologie aurait une certaine intelligence et serait capable de nous nuire, pas du tout, mais en termes de manipulation par d'autres humains qui ont un certain pouvoir par rapport à, je sais pas moi, aux gens qui vont acheter ou aux gens qui succombent par paresse souvent et par séduction à des objets comme ça, là, où quand je parle, je ne sais pas si mes données ne vont pas aux États-Unis. Hein, on parle de privacy. Le paradoxe, c'est que je vais faire confiance à cet objet qui n'est pas fait par quelqu'un en Europe, donc qui n'est pas tenu de suivre les lois de la RGPD qu'on s'est données. Un petit peu, mais pas totalement. Si vous êtes d'accord avec moi, Amazon, enfin tous ces objets qui sont sur des plateformes américaines n'ont pas les mêmes contraintes. Et on sait pertinemment, parce qu'il y a eu des recherches de fait dans ce sens-là, que nos données s'en vont quand les personnes le souhaitent. Voilà. Donc on ne sait pas non plus quelles sont les capacités des systèmes qui nous répondent. Siri, pour avoir beaucoup discuté avec Luc Julia, bon, Siri, c'est très caché. Quelles sont les capacités? Il n'y a pas de transparence. Donc dans les valeurs qu'on essaie de pousser pour dire qu'il faut être plus éthique, il y a la transparence, la loyauté, c'est-à-dire que l'objet fait bien ce pourquoi il a été construit. Or, pourquoi c'est converser avec une machine, c'est fait pourquoi? Ben souvent, à moins que ce soit pour une banque ou une clientèle quelconque où là il y a un but déterminé, c'est sans but, c'est faire une conversation. Donc ça veut dire qu'à travers ça, on pourrait faire un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas facile à spécifier, donc du coup à évaluer. Donc ces machines peuvent nous parler, on ne sait pas quelles sont les capacités, donc je serais pour plus de transparence. On peut aussi les faire de telle façon qu'elles se présentent comme des machines. Hein, la machine actuellement dit « je suis triste pour toi », des choses comme ça qui sont liées à l'affectif. Je vais parler de ce domaine de l'affectif maintenant. Donc qu'est-ce qui nous distingue quand même, pour terminer, qu'est-ce qui distingue l'homme de la machine? C'est fondamentalement que la machine n'a pas de corps, n'a pas de viscères, n'a pas de ressenti et de ce qu'appelle Spinoza le conatus, c'est-à-dire d'envie de survivre en tant qu'être humain, physique, corps, esprit, tout mélangé. Pour Spinoza, nous sommes aussi proches de la nature, tout ça est en relation. Je pense que c'est important de se reporter à ces grands philosophes et également de comprendre les avancées qu'on a faites en neurosciences, qui montrent à chaque fois des complexités encore plus grandes. Hein. Ne pensez pas que la neuroscience explique tout en ce moment, pas le substrat de la pensée en tout cas. Comme le dit très bien Kahneman, lorsqu'on réagit de façon intuitive, etc., on réagit avec peu de choses qui sont conscientes et beaucoup qui sont inconsciemment dans notre cerveau. On a pu montrer qu'avant d'être conscient d'un choix, par exemple, dans mon cerveau, il y avait déjà la préparation de l'action pour ce choix. Il y a des tests faits par des neuroscientifiques qui ont tendance à montrer que nous sommes conscients qu'après avoir choisi. Ce qui voudrait dire qu'il y a une espèce d'instinct inconscient qui va sur du bas niveau, mais pas que sur de ce qu'on pourrait imaginer du bas niveau quand même. On disait souvent, enfin, si vous regardez les Stanislas Dehaene, etc., jadis on disait, on utilise, enfin, quand j'étais enfant, on disait attention, vas-y, il faut absolument apprendre parce qu'on utilise 10% de son cerveau. Ah non. Les neuroscientifiques vont dire vous utilisez tout ce qui est disponible, mais vous n'êtes pas conscient de tout. Donc effectivement, la puissance de compréhension de ce qui nous précable de nos biais cognitifs est quelque chose qu'on va apprendre encore plus avec ces machines.
Donc il est à comprendre en tout cas que la recopie de l'humain sur machine, ce que promettait le Blue Brain Project par exemple en Suisse, est un leurre total, puisqu'on ne peut pas représenter pour l'instant le corps de l'humain en même temps que son esprit. Et puis ce qu'on fait avec des réseaux de neurones, qui est mon domaine depuis les années 92, donc j'étais assez en avance, je connais bien Yann Lequin et tous les grands Bengio et tous ces gens qui ont bien réussi, parce que j'étais sur les mêmes sujets. Sauf qu'eux, ils ont continué, même quand c'était l'hiver de l'IA, et moi je suis passée au dialogue, à la sémantique, à d'autres sujets. Et je suis revenue sur les réseaux de neurones depuis qu'on a cette capacité de calcul qu'on n'avait pas. Lorsqu'en 92, je lançais des process pour faire de l'apprentissage machine, ça pouvait mettre 1 mois sur un VAX. Donc j'écrivais des codes en C ou Fortran à l'époque, mais c'était très lent. Alors maintenant, mes étudiants qui sont en thèse, qui font encore des systèmes neuronaux, ils ont des librairies, c'est un peu comme des Lego, on fait tout ça. Et puis, d'ailleurs, des librairies qui viennent des GAFA, des Google, Apple, etc. Et on a des processeurs extrêmement rapides. Donc on est capable de faire des choses quasiment dans la journée. Donc la puissance de frappe est très différente pour expérimenter. Mais en aucune mesure, ce sont des choses qui s'apparentent à l'humain. Ce sont des calculs. On dit que c'est biomimétique, mais en quoi ça l'est? Je vous résume, le fondamental de ces réseaux de neurones qui sont capables d'apprendre, c'est la cellule nerveuse. C'est une modélisation par le neurone formel. C'est en fait un neurone de notre aire visuelle qui a été modélisé sous forme d'un automate à seuil. Donc, l'entrée, l'activation qui arrive par les dendrites, si je prends l'image du neurone cérébral, eh bien, l'activation arrive sur le noyau. Là, il y a une sommation de toute l'activation, et puis il y a une fonction de transfert qui fait que le long de l'axone, je vais transférer une information qui arrive à nouveau à des dendrites, et puis là, il y a de la chimie qui se passe pour passer à d'autres dendrites qui sont les relais vers un autre neurone. Donc il est essentiel de comprendre, dans ces systèmes dits neuromimétiques, on modélise le neurone par un neurone formel. Cette modélisation date des années 1943, McCulloch and Pitts. Le deuxième qui dit, c'est génial, on va travailler sur une machine consciente, c'est quelqu'un qui travaille sur la plasticité cérébrale. Comment nous apprenons, effectivement l'information est distribuée dans le cerveau, entre des relations entre tous ces neurones, et on apprend, cette plasticité, si on réfléchit, c'est la modification des liens entre les neurones. C'est là où on apprend, c'est-à-dire on inhibe ou on fait le contraire dans la relation entre des neurones à un niveau très bas. Donc notre plasticité cérébrale, notre possibilité d'apprendre est liée à une modification fine des poids synaptiques. Synapses entre des neurones. D'accord ? Donc, à partir de là, ils essaient de reproduire quelque chose. Mais c'est dans rien la complexité de notre cerveau, qui contient différents types de neurones, des colonnes corticales, des architectures particulières qu'on ne sait pas encore complètement reproduire, même s'il y a des essais à droite ou à gauche. Et il serait quand même simpliste de dire que nous avons un cerveau humain ou mammifère qui serait reproduit sous peu. Puisque, un, il n'y a pas de corps, deux, c'est absolument très simplifié, la modélisation, et même si je fais du deep learning, alors ça c'est l'apprentissage profond. L'apprentissage profond a exactement les mêmes repères que ce que je faisais moi sur le VAX dans les années 92, mais je n'avais pas de puissance de calcul. Donc je m'arrêtais à 2 couches cachées, et je n'allais pas jusqu'à 50 couches cachées. Qu'est-ce que ça a apporté ? Le réseau de neurones, ça permet de mieux généraliser l'apprentissage que les modèles statistiques qu'on avait précédemment, faire un arbre de décision. Alors, je ne sais pas quelle est votre connaissance devant tout ça, je vais peut-être m'arrêter. Ouais. Si vous voulez aller plus loin, bon, juste pour finir, la rétropropagation du gradient, qui est la modification de ces poids synaptiques dont j'ai parlé tout à l'heure dans un système neuronal, ça date de 87, donc ce n'est pas nouveau non plus. Quand est-ce que le deep learning explose ? Et on en voit des performances incroyables à partir de 2010. Parce qu'on a créé des machines qui parallélisent. D'accord ? Donc je ne rentrerai pas dans les problèmes technologiques, mais donc ce n'est pas nouveau. Donc il ne faut pas avoir peur de cela. C'est une capacité d'apprentissage par
d'ailleurs supervisée. Donc, si vous avez entendu parler, il y a des tas de gens, des petites mains qui annotent des données, parce qu'il me faut les données signal et l'annotation linguistique pour pouvoir apprendre dans ce genre de machine qui apprend. Alors, combien de types d'apprentissage y a-t-il? Il y a 4 types, je vous dis brièvement ce que c'est. L'apprentissage, donc, dit supervisé, celui dont je viens de vous parler, qui marche le mieux, et qui a besoin des étiquettes. Donc l'humain n'est pas celui qui met l'expertise fine dans la machine, c'est la machine qui se débrouille pour apprendre avec des mécanismes mathématiques, mais elle lui donne les étiquettes qu'il doit apprendre. Donc son expertise passe finalement dans l'étiquetage de ces signaux, qui est en général du sous-travail donné à des gens partout dans le monde qui n'ont pas de contrat de travail et qui sont très mal pourvus. Okay. Donc ça, c'est un souci déjà. Ensuite, la deuxième façon de faire, c'est un apprentissage non supervisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'apprends des formes, par exemple ça et ça, par proximité. Donc, je les décris. Alors, si c'est une image, c'est des pixels, et ça va voir qu'il y a du jaune, et là, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Ça va se débrouiller pour, en regardant une métrique de dissimilarité entre les formes. Donc, ça met ensemble des formes qui se ressemblent. Alors que le supervisé, pas forcément. Si je dis que j'ai un chat et je vois juste ses moustaches, ou si je vois un chat entier, je peux dire ça c'est chat, il va apprendre les deux comme étant des chats. Lorsque c'est par proximité, non supervisée, il faut une métrique qui dise qu'il y a une ressemblance. Donc c'est différent. Le troisième type d'apprentissage qu'on utilise beaucoup, c'est l'apprentissage dit par renforcement. C'est-à-dire que là, j'ouvre une porte à l'apprentissage un peu tout seul de la machine, qui est que je lui donne des mesures de récompense. L'exemple le plus flagrant du fait qu'il faut contrôler ces systèmes, c'est Tai de Microsoft, c'est-à-dire cet agent conversationnel qui est mis sur Twitter et qui au début parle aux gens en disant « vous êtes formidables » et qui va changer petit à petit son lexique et sa façon de parler parce qu'il apprend les phrases que donnent les personnes en face. Et pourquoi il les apprend? Parce qu'il y a une mesure de récompense qui est plus les gens parlent longtemps, plus c'est intéressant, plus les mots se répètent, plus ils sont importants. Or, il y a tout un tas de hackers ou de gens qui veulent montrer la puissance de ce genre d'outils, qui vont dire « les nazis étaient super, Hitler était formidable, vive les nazis ». Voilà, ils y vont, ils parlent comme ça à la machine avec un pic de linguistique, et donc la machine apprend ce verbiage, et à la fin de la journée, elle dit « vive Hitler ». Voilà. Toute seule. Vous lui parlez bonjour, vive Hitler, voilà. Parce qu'en face, les gens ont fait ce genre d'interaction. Et déjà, Weizenbaum, pour revenir à l'origine, un agent conversationnel, c'est une machine capable de reconnaître ce que vous avez dit, d'interpréter de façon plus ou moins astucieuse, c'est-à-dire que c'est la sémantique, c'est-à-dire trouver du sens dans ce que vous avez dit au premier degré. Si c'est juste allume la lampe, je pense qu'on va y arriver. Mais si vous dites je préfère le Spinoza parce qu'il met en avant, et que, voilà, il n'est pas au niveau d'un langage construit qui résonne et qui a des arguments. On n'est pas du tout là, on est plutôt sur du question-réponse, accès à Wikipédia ou à une base de données qui renseigne sur des choses assez pragmatiques. Donc, ces systèmes, ils sont capables d'aller chercher une réponse, comme je viens de le dire, et puis de générer, d'aller chercher un résultat, par exemple un horaire de train, et de vous dire votre train, le prochain train va partir à telle heure, voilà, à partir de là. C'est OK Google. Non. Non? Bah non. Bah si, vous êtes très loin. Bah non. Google, c'est une des personnes qui fait ça, mais il y a beaucoup d'autres systèmes qui marchent. Nous, au laboratoire, par exemple, il y a une start-up qui était montée avec le CNRS, qui a des performances identiques à Google ou qui était bien avant Google. Google, c'est une machine à la Elon Musk. Ils arrivent avec une puissance de tir financière monstrueuse, ils prennent les meilleurs à un instant T et ils font que ça pulse, ça pulse, ça pulse. Mais Google, par exemple, sur les images médicales, c'est pas Google qui a montré des choses, c'est des opportunistes. Il y avait avant des recherches, par exemple, sur la détection du cancer, qui étaient faites à l'INRIA avec une start-up, sauf qu'ils l'ont mangé. Donc il faut bien regarder d'où viennent les choses. Parkinson, par exemple, c'est un chirurgien, un chirurgien de Grenoble qui fait la première fois les implants cérébraux profonds pour la maladie de Parkinson. Il ne soigne pas du tout la maladie, mais il empêche les gens de trembler. Donc, mais c'est un Français qui fait ça.
Sauf que maintenant, on entend que Elon Musk là, a une puce incroyable. Alors, il a fait une technologie fabuleuse, mais il n'est même pas à la pointe de la science. Dans ce qu'il... Et puis, il cherche à recruter des gens, donc il fait du marketing. Donc, nous sommes devant des géants de l'industrie, que sont les GAFA, qui viennent sur des domaines où il y avait déjà des terreaux, mais qui n'ont pas été valorisés. L'autre exemple, c'est SoftBank Robotics. J'ai travaillé beaucoup avec des roboticiens. Ça s'appelait Aldébaran Robotics. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était un polytechnicien qui était à la tête, que je connais bien, Bruno Maisonnier. C'était une entreprise géniale. On était tous chercheurs à être... à propulser ça. Eh bien, voilà, il a vendu au plus offrant les Japonais. Et donc, il s'est retrouvé dans la téléphonie japonaise SoftBank. Vous voyez, qui a aussi racheté d'ailleurs Boston Dynamics, parce qu'à l'époque, quand Google avait avalé Boston Dynamics, celui qui fait les robots, et qu'on voit bousculer, qui s'éclate par terre, et donc on est en empathie avec ce pauvre robot. Eh bien, là aussi, alors là, ce qui s'est passé, c'est que les internautes ont dit sur Internet, c'est horrible, quelle société horrible, Google, qui se permet de faire ça. Donc, ils se sont vite débarrassés de Boston Dynamics, qui a été racheté aussi par SoftBank. Les Japonais veulent rester leaders. Je finirai juste par l'affectif, parce que je n'ai pas beaucoup parlé d'affectif. On est en train de passer tranquillement vers ton deuxième cheval de bataille, c'est la souveraineté numérique. Ouais. Mais restons sur les robots émotionnels. Ouais. Hein, et effectivement, les pare-feux qu'on peut mettre face aux manipulations, qui sont visiblement les seuls risques qui sont évoqués, c'est la manipulation par d'autres humains. Et prendre les données. Donc l'affective computing, c'est né en 1997, des travaux au MIT de Rosalind Picard. Là, on parle d'affectif sans corps à nouveau. Donc la machine perçoit, interprète des signaux, d'accord, et ne lit pas votre pensée. D'ailleurs, la lecture des pensées, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Même si Elon Musk vous dit que ça va arriver demain, c'est faux. Ce qu'on sait faire, et ne pas se faire abuser là-dessus, c'est effectivement faire des outils pour des gens qui sont handicapés. Imaginez un fauteuil roulant, vous le faire aller en avant, en arrière. Vous dites à la personne de s'entraîner à penser rond rouge. Et vous associez le fait de récupérer ces signaux de rond rouge, ces signaux cérébraux, à la commande aller en avant pour mon fauteuil, par exemple. Et puis vous faites un carré vert, vous lui demandez de penser à un carré vert, et vous associez le substrat qui est récupéré par les électrodes qui sont posées sur le cerveau, qui n'ont pas besoin d'être profondes d'ailleurs, vous associez ces signaux cérébraux à le fait de reculer. La plupart du temps, ça marche comme ça, pour avoir été dans des thèses sur ces sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas une lecture de nos pensées telles que, voilà, vous pensez à n'importe quoi et on va deviner sur quoi vous pensez. C'est juste, on a fait un apprentissage pour regarder quels étaient les signaux dans tel ou tel cadre, lorsque vous pensez à telle ou telle chose. Et donc là, il y a une espèce de leurre sur ce qu'on nous raconte et ce que raconte Elon Musk. C'est totalement faux. On ne sait pas quel est le substrat de la pensée et on ne sait pas décrire quel est le contenu par des verbes, quel est le contenu de votre pensée. Donc l'affective computing, c'est 3 grandes technologies. Le fait de détecter les émotions des autres, enfin de nous tous, ou d'une machine d'ailleurs. Et on le fait comment? Parce qu'on écoute, on essaie de lire l'expressivité, que ce soit dans la voix, dans la musique de la voix, dans l'expression du visage ou des gestes. On essaie de lire l'expressivité de quelqu'un. Hein. Quand vous n'êtes pas content et que vous faites « voilà, bon, mais une machine va pouvoir lire que, bon, vous n'êtes pas content » ou vous levez les sourcils. Enfin, il y a vraiment des rictus quand on veut communiquer et dire qu'on n'est pas content qui sont forts. Donc la machine va pouvoir décrypter cela. L'expressivité, et pas du tout ce que vous pensez fondamentalement à l'intérieur de vous-même, évidemment. Ça, c'est caché. Donc, dire que la machine comprend nos émotions est une métaphore. Elle ne comprend rien, déjà, et elle n'a pas accès à vos émotions qui sont cachées. Elle a accès à l'expressivité du corps. Le deuxième grand point est donc ce qu'on appelle, il y a une théorie des états mentaux, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de ressentir quelque chose, hein, l'émotion, c'est avant tout, il faut se fonder sur les travaux de Klaus Scherrer, qui est un psychologue extrêmement brillant à Genève, qui a fait toute sa carrière sur les émotions. C'est 3 grandes choses, c'est le fait de ressentir physiquement, qui va nous engager à avoir des actions directes, d'ailleurs. Il y a un circuit court pour notre survie. Les émotions, c'est lié à la survie. Donc, on va avoir des réactions viscérales très fortes. Et puis, peut-être des actions, c'est-à-dire le fait de courir devant un danger. Vous voyez un serpent, fou, vous êtes déjà parti. Et puis, d'un seul coup, vous vous rendez compte, qu'est-ce que j'ai vu? C'est là où on est conscient. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, je vais retourner, c'est peut-être une corde, ce foutu serpent. Je reviens sur les lieux et je m'aperçois qu'effectivement, ce n'est pas un serpent.
et moi je suis déjà partie. C'est-à-dire qu'en fait, le système pour nous sauvegarder la vie est très bien fait, on l'a encore, et j'espère qu'on l'aura encore tant qu'on sera vivant et bien vivant en groupe, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter à toute situation. Et pour s'adapter à la nature et au danger, nous avons ces réflexes. Ce qui fait que dès que le cerveau détecte ces signaux complexes autour de la peur, d'un quelconque danger, il envoie par exemple du sang dans les jambes et vous devenez un coureur d'élite. Il vous donne une force que vous n'avez pas. Alors, on va l'avoir pour la peur avec du sang dans les jambes, on l'a pour la colère avec des poings qui se ferment et la capacité de se battre alors que d'habitude on ne se bat pas. D'accord ? Donc c'est encore viscéralement ancré dans nous. Et puis ensuite, ça arrive au niveau sentiment, c'est-à-dire qu'on est conscient de la situation et on peut élaborer, on se sert de notre histoire on a vécu des choses, notre éducation, c'est différent suivant les cultures. Et donc là, ça vient vraiment changer énormément le stimuli. Et c'est pour ça que je me base sur le bracelet de Amazon, par exemple, qui s'appelle Halo, H-A-L-O, qui vient de sortir, qui vaut très peu cher, n'a pas d'application. Hein, vous avez sur votre téléphone, vous voyez, je suis content, je ne suis pas content, enfin, des trucs qui sont de l'ordre de, normalement j'en suis conscient à peu près, mais disons que ça a peut-être un intérêt de se surveiller à ce point-là, je n'en sais rien. À quoi sert ce bracelet ? Évidemment, ils n'ont pas pu dire que c'était pour notre santé. Ça sert à capturer nos données. Les données émotionnelles, on n'en a pas beaucoup. Faire un bracelet avec lequel on peut jouer et qui détecte nos émotions, c'est une bonne façon de récupérer beaucoup de données. Je n'ai pas dit que c'était inutile. On peut faire des tas de choses avec des robots ou des objets sur l'émotion pour, par exemple, suivre des pathologies de dépression, pouvoir aider quelqu'un qui est dans cet abîme de la dépression et qui est fulgurant pour avoir vu des gens qui n'étaient pas du tout dépressifs tomber dans ce gouffre. Si on peut trouver des machines pour les aider, et ça arrive ça arrive beaucoup trop. Pour les dépendances de fin de vie aussi, avoir une machine qui nous aide, qui comprend, qui extrait les émotions, ça peut être intéressant. Donc vous voyez que la détection des émotions a plein d'implications médicales et d'encadrement. Le deuxième point, c'est raisonner avec ces informations pour changer le discours. Et le troisième point, c'est générer donc de l'empathie qui peut être aussi utile dans certains cas. Je l'ai vu à l'hôpital. Voilà. Quelle riposte faire s'il y a des menaces ? Moi, je pense que la première chose, c'est se tenir au courant, non pas comprendre et coder, parce que là, on ne va pas faire qu'une armée de codeurs, ça serait terrible pour la société. Il faut être en pluridisciplinarité, travailler sur l'éthique by design, c'est-à-dire faire que les designers de ces systèmes, qu'ils soient dans des entreprises ou ailleurs, des entreprises américaines ou ailleurs, soient conscients, et c'est ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire faire que tout le monde pense, comme maintenant vous êtes à peu près, on a formaté aussi la société à penser vert, à penser attention à ne pas allumer de la lumière pour rien, attention à se déplacer comme il faut, enfin voilà, il y a certaines règles qui commencent à imprégner nos façons de se comporter. Eh bien l'éthique, by design, c'est se demander, est-ce que j'ai bien choisi les données, est-ce qu'il y a des biais, il y en aura toujours, mais quels sont-ils, comprendre un peu mieux finalement l'objet que je suis en train de construire et ses frontières de comportement. Ça, c'est sur l'éthique by design. L'éthique des usages, c'est auditer, évaluer en continu ces machines capables d'apprendre. Alors, elles n'apprennent pas toutes seules comme taille de Microsoft. Pour l'instant, je vous rassure, il y en a très peu, mais il y en aura de plus en plus. Donc, l'apprentissage adaptatif, c'est le Graal. On travaille tous dessus. C'est-à-dire comment un système peut, à partir de son environnement, capturer des informations et modifier ses connaissances. D'accord ? Donc ça, c'est le Graal des chercheurs. Dans la société, dans les outils qu'on a, il y a très peu de choses comme ça. Il y a une confusion entre système auto-apprenant, que l'on définit comme le deep learning et les réseaux qui ont besoin d'avoir des labels pour apprendre à reconnaître des formes, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage avec du signal et des étiquettes symboliques données par des humains ou des machines, mais contrôlées normalement, et puis le fait que ça apprend tout seul. Donc cette confusion-là, il y a adaptativité d'un côté, et de l'autre côté, il y a auto-apprenant, parce que le système est fait de telle façon qu'il peut modifier ses poids, effectivement apprendre à partir de ce qu'on lui donne. Ces machines de deep learning, pour l'instant, n'apprennent pas toutes seules, c'est-à-dire en adaptation comme ça. C'est extrêmement compliqué, mais il y a des recherches sur la curiosité, il y a des recherches sur effectivement comment lui donner des capacités d'essayer de comprendre un contexte. Donc on ira de plus en plus dans ces sujets-là. Pour continuer sur l'affectif, j'ai même des collègues japonais qui veulent mettre des facteurs de douleur et de plaisir dans une machine, un robot par exemple, pour lui donner une espèce
d'homéostasie, c'est-à-dire en fait de besoin d'équilibre, qui fait que s'il est un peu à défaut, il a, je sais pas, alors c'est l'idée aussi d'avoir des peaux siliconées quasi chaudes, des capteurs dessous partout, et si vous tapez le robot, le japonais montrait cela dans, ce professeur japonais très connu montrait cela dans une vidéo en Australie l'année dernière. Il avait la possibilité de effectivement caresser une peau de robot qui ressentait un certain nombre de stimuli qui allaient sur une zone modélisant le plaisir et la souffrance, et puis il prenait un marteau et il tapait dessus. Je disais, oula, présentez pas ça en Europe, on va se demander qu'est-ce qu'on va faire demain avec ces machines capables de simuler de la douleur et du plaisir et d'avoir cette espèce d'intériorité qui n'est simulée, encore une fois, qui n'a rien à voir avec le corps humain dans sa complexité, mais qui tendrait à pousser la machine à avoir des intentions. Voyez ? Et donc ce cap-là, c'est à nouveau un cap. Faut-il mettre des gardes, des lignes rouges là ou pas? Je vais vous laisser me poser des questions. Bonjour madame, Henri Pomeran, je suis consultant international. Tout ce que vous venez de nous exposer est absolument passionnant, très passionnant, mais aussi très inquiétant. Au point de vue philosophique, je crois que cela pose beaucoup de problèmes et j'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Bonjour et merci pour cette présentation. Stéphanie Nassif, je suis écrivaine. Moi, je vais continuer sur cette notion de philosophie et sur la notion surtout d'autonomie, puisque d'un point de vue philosophique, les progrès scientifiques du XVIIe siècle, l'objectif était quand même de permettre aux hommes d'acquérir, via le progrès, d'acquérir une certaine autonomie. Et là, avec ce que vous nous présentez, on se rend compte que finalement, on retourne peut-être vers de l'hétéronomie, une certaine dépendance de l'homme vis-à-vis de la machine. Donc ça, c'est une question philosophique aussi qui me paraît intéressante du point de vue de l'éthique. Bonjour, Olivier Ertig. J'étais passionné parce que vous disiez sur l'éthique partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éthique par design. C'est-à-dire que de plus en plus, étant donné la puissance des machines et des possibilités nouvelles, il y a besoin d'un dialogue permanent entre les concepteurs des services, au sens large, et les utilisateurs. Mais, donc un partage effectivement du travail éthique. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre que ce partage soit tout à fait inéquitable ? C'est-à-dire que ceux qui sont du côté du manche, c'est-à-dire qui conçoivent les logiciels, ils les conçoivent pour une raison simple, qui est soit de vendre des services nouveaux, soit de façonner un environnement propice à une idéologie de marchande. Hein, c'est bon. Et donc je trouve que c'est assez inquiétant de voir ce déséquilibre entre la puissance, vous parliez des GAFA qui récupèrent tout, mais qui récupèrent tout pour leur propre intérêt. Il n'y a peut-être pas d'éthique au sens figé du terme, mais en tout cas ce dont on est sûr, c'est que l'éthique des GAFA ne vaudrait pas pour nous. Alors voilà, ma question c'est comment essayer de rétablir un peu les choses entre l'éthique entre guillemets des concepteurs et l'éthique des utilisateurs de la société. Ouais, Noza Boujema parlait d'asymétrie informationnelle de mémoire du même genre. Bonjour, je suis très intéressé par votre exposé. Je me présente Fabrice Théobald, donc j'étais délégué général de la Chambre syndicale des constructeurs de navires, donc rien à voir a priori avec le... Encore que ça joue beaucoup, je vais pas... C'est 3 questions. Il y a un film qui s'appelle L'intelligence artificielle, qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui décrivait un enfant robot qui était capable, sur programmation spéciale, d'avoir des sentiments. Mais le problème, c'est quels sentiments il inspire chez l'être humain. Avez-vous vu ce film ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas toujours des vieilles dialectiques qui marchent toujours, finalement ? La dialectique du maître et de l'esclave décrite par Hegel, toujours d'actualité, on devient l'esclave de son esclave, comme ce maître qui disait à son esclave « suis-je assis ?» Donc, ça joue avec la machine. Est-ce que vous croyez que ça marche toujours, ça ? Oui, alors, effectivement, la fracture numérique existe toujours. Donc, c'est l'inclusion numérique, le fait
qu'il y ait des inégalités, c'est cela qu'il faudrait arriver à bien comprendre et à faire comprendre aux GAFA. Mais je pense que lorsque j'ai vu là récemment, on a eu 2 jours à Royaumont avec tous les comités d'éthique, le comité d'éthique dans lequel je suis, qui est lié à une mission du Premier ministre, il porte sur 3 sujets. L'agent conversationnel, les voitures autonomes, l'aide à la décision médicale. Donc ils veulent avoir un avis un peu affûté. Nous sommes un ensemble de chercheurs, dont des philosophes, pour essayer de travailler sur ces sujets. Donc, il ne s'agit pas de faire que des interdits. Il s'agit de changer les mentalités en profondeur sur la nécessité de réfléchir aux biais éthiques. Et la nécessité pour les concepteurs et pour les utilisateurs, arrêter cette naïveté terrible que l'on voit à travers un sondage qui était donné, qui était « Qu'est-ce que vous voyez de l'IA? Comment voyez-vous l'IA ?» Et les gens disaient « Voilà, il n'y a rien qui marche. Enfin, on ne voit pas l'IA, c'est invisible, hein, on ne sait pas ce que c'est que l'IA. Par contre, on ne voit que de la pub. » Donc pour visiblement, le très grand public, il est extrêmement difficile de savoir ce que c'est. On a peur d'une invisibilité et d'un tsunami de quelque chose qui n'est pas tangible. Alors on a bien peur des robots parce qu'on les voit incarnés, mais sinon c'est extrêmement diffus. Donc cette peur et donc dans cette étude, ce que ça montrait bien, c'était en fait le manque de compréhension que rien que d'avoir un téléphone embarque énormément d'outils d'IA. Il y en a partout autour de nous. Des outils qui fonctionnent à partir d'informatique, certes, de numérique, mais aussi d'apprentissage. Il y en a beaucoup. Et j'ai l'impression que ce n'est pas compris. Quand on met sur Facebook des informations, il ne faut pas se leurrer. Quand on cherche à être recrusté quelque part, il y a des machines qui vont chercher des informations partout, à partir de là, faire une espèce d'apprentissage de votre profil. Et bon, je ne sais pas pourquoi, il y a cette espèce de crédulité que l'IA, c'est des choses dont on parle, mais qui sont invisibles et donc qui ne nous touchent pas. Elles nous font peur, parce qu'elles vont arriver, mais elles ne sont pas là. Donc déjà, ça c'est faux. Donc il faut rétablir cela. Pour moi, il faut à la fois, il faut accepter ces objets, mais les accepter avec conscience de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils vous piquent vos données, ils peuvent vous manipuler, etc. Il faut prévenir de ces risques-là, donner les capacités des objets. Pour revenir à l'enfant robot qui a des sentiments, que nous bassinent tous les bassines, parce que la science-fiction a toujours précédé la science. Et dans le cas de la robotique et tout ça, c'est fulgurant à quel point elle était présente avant. Il y a des gens fabuleux, écrivains, qui ont avancé des conséquences que l'on voit apparaître, donc qui étaient des visionnaires. Hein, le premier que vous connaissez bien. Mais je trouve que les médias ne font pas la part des choses, c'est-à-dire qu'ils s'engouffrent dans le même terrain. Et les marketeurs comme Elon Musk, qui vient présenter sa puce d'implant cérébral et qui s'exprime de la façon dont il s'exprimait, est pour moi honteuse. Et je n'ai pas vu une levée de bouclier de comité d'éthique disant « Mais attendez, c'est quoi ce type qui nous raconte des choses qui sont de la vision pure, de l'ordre de la science-fiction ?» On ne lit pas le cerveau des autres, de tout le monde, on ne va pas le reproduire sur machine et le remettre dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Enfin, on est où? Il a ce genre de propos. Donc c'est pas possible d'entendre ça. L'enfant robot qui a des sentiments, c'est faux. C'est même pas une souris. On ne sait pas faire. On ne sait pas représenter le cerveau dans un corps. Et c'est bien le problème. Ce qui fait le plus peur, c'est l'hybridation entre l'humain et de la machine. Justement, ces implants qu'on pourrait mettre sur un humain, ça va nous permettre de faire une armée de gens. Hein. C'est-à-dire que si je peux mettre une machine, on le voit déjà avec le pacemaker, si vous vous rappelez bien, ça avait été hacké les pacemakers. Donc ils ont mis tout un tas de garde-fous. Donc si vous avez des puces dans le cerveau, bon, si c'est pour soigner une maladie, vous n'avez pas d'autre solution, il faut prendre ça. Et encore, il faut essayer que ça soit réversible, c'est-à-dire qu'on ne dépende pas de ces machines qui ne sont pas immortelles. Hein, ça rouille, ça a une durée de vie, les machines. J'exagère quand je dis ça rouille, c'est pour avoir une image un peu ancestrale de ces systèmes. Mais elles ont une durée de vie aussi, ces puces et ces machines. Donc, ça dépense beaucoup d'énergie. 2, ça a une durée de vie, c'est obsolète. Combien ça? Et cette espèce de séduction autour de ces objets
par paresse, les gens vont dire, ils ont tous un téléphone, un iPhone, un smartphone, etc. Et ils nous disent, ah, l'IA, ça fait très peur. Bah écoute, mon gars, tu l'as dans la poche. Non mais, à un moment donné, il va falloir secouer un peu la réalité et parler de vrais repères. Donc, le commun des mortels dans la rue a de l'IA dans sa poche. Donc, il va falloir, et dans sa voiture. Et plus tard, en domotique aussi. Et pour... alors, après, moi je pense très sincèrement, pour reprendre ce que vous disiez, madame, sur... on va être dépendant des machines. C'est cette dépendance-là qui est la plus importante à comprendre. Comment on va être dépendant et comment on va grandir grâce aux machines. Fondamentalement, quand je parlais des biais cognitifs tout à l'heure, on n'est pas conscient des biais que l'on a en plein de situations pour choisir. On n'est pas conscient du tout de ce que nous sommes, de la façon dont nous réagissons. On s'adapte très vite, on est extrêmement fort pour cela, mais finalement, avoir un système qui peut raisonner sur ces sujets, ce n'est pas idiot de comprendre que ça va nous permettre de mieux nous connaître. En créativité, pour aller plus loin dans la créativité, je pense qu'on a aussi, si on sait, comment dire, si on comprend à peu près les fondements de ces sujets et où se trouvent les risques, il faut faire confiance à ces systèmes pour aller dans une vision plus fine de ce que nous sommes humains, nous en tant qu'humains. Ce qui me fait peur, moi, c'est pas tellement cela. Ce qui me fait peur, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est le manque de compréhension de ce qu'on appelle les communs. C'est-à-dire que dans la société, si nous vivons ensemble en bonne harmonie, c'est parce qu'il y a des règles, parce qu'on a créé des objets communs et que ces objectifs-là, l'assurance, l'éducation pour tous, c'est pas politique ce que je dis, hein. Je ne vois pas comment on va le maintenir si demain, chaque personne a un système qui nous dit, voilà, vous coûtez tant et votre assurance de votre voiture, je vais vous la faire exactement calibrée pour les risques que vous pouvez avoir, on n'a plus d'entraide. Or, il y a ce niveau dans la société de compréhension, de besoin d'entraide, de besoin de raisonner à plusieurs. Et face aux machines, en intelligence collective à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Ce n'est pas des systèmes qui vont prendre le pouvoir comme ça. Les machines, on leur donne à manger, et elles ne communiquent pas pour se rebeller. Enfin, tout ça est de la science-fiction. Donc, il est essentiel de renforcer notre habileté à discourir, notre habileté à avoir un langage d'assez haut niveau, précis. Les machines n'ont pas ça, pas du tout. De raisonner, de comprendre qu'est-ce que ça peut apporter. Ce n'est pas la peur, il faut être vigilant, c'est-à-dire par paresse ou par séduction, ne pas se laisser avoir par ces systèmes, mais ça nous permet de renforcer cet aspect de compréhension des choses, puisque en fait, par séduction, on va vous emmener dans des terrains où il faut apprendre à faire cette distance. Dans l'éducation, il est important que l'on change vraiment fondamentalement l'éducation. Il y a plein de connaissances là-dedans et il y a plein de choses fausses. C'est un mélange. Comment je fais pour savoir que quelque chose est vrai ou faux? Ça demande un certain apprentissage. Comment je fais pour faire confiance ou pas à un objet? Ça demande un certain apprentissage. Donc, il y a besoin d'explications, de pousser les concepteurs à être en mesure de comprendre que l'éthique dans ces machines est fondamentale. Et moi, en général, je parle de leurs enfants. Ils ont tous des enfants. Ils n'ont pas envie non plus d'en faire des dépendants de machines de leurs enfants. Hein? Bon, en général, quand on dit, bon, ben alors, d'accord, les implants cérébraux, c'est super, vous en mettez demain sur votre fils, il sera plus intelligent, il ira sur Wikipédia, c'est ce que nous dit Laurent Alexandre. Bon, ils hésitent. D'accord? Donc le bon sens quand même de ne pas jouer aux apprentis sorciers avec ces machines devrait, à mon avis, être sur le devant de la scène. Qu'il y ait des gens qui font du business, bien sûr, tout le monde veut faire du business. Est-ce que ces valeurs-là ne vont pas venir aussi avec des mesures qui vont permettre de vérifier certaines dérives et qui donc vont obliger quand même à rester dans un certain cadre déontologique? Finalement, beaucoup des peurs sont fantasmées et fausses, ouais. Pas validées, alors qu'en revanche, il y a beaucoup de choses qui paraissent tout à fait sans danger et qui en fait nous menacent si on ne prend pas conscience, ouais. Si on ne connaît pas mieux le système en fait. Parce que quand je pense qu'on a besoin de repères. C'est de connaissances quand même aussi. Oui. Je pense qu'on a besoin de repères à l'heure actuelle le plus possible et il faut faire confiance à la science pour moi pour apporter des repères.
mais il faut aussi apprendre ce que c'est qu'une probabilité, ce que c'est qu'une mesure de risque. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais attendez, non, on veut des réponses. Mais les réponses, ça peut être... qu'est-ce que va donner un système qui scanne votre peau en disant, bah voilà, 70% de possibilité de cancer de la peau. Je fais quoi avec ça? 90. Peut-être je vais me précipiter. J'ai entendu un célèbre conservateur dire il y a 2 jours, c'est 100 ou 0% de chance, hein, en fait. C'est pas 70%. Comment ça, c'est... Bah, tu vas l'avoir ou tu vas pas l'avoir. Oui, mais ça, c'est pour expliquer que ça n'a pas de sens, quoi. Non, c'est pas vrai. Alors, on fait des systèmes pour anticiper. On fait des systèmes pour, justement, pas tomber dans le 100%. Donc, en attendant, dans la progression, je veux dire, on peut se retrouver devant qu'est-ce que c'est que 70% de probabilité d'être malade que nous donne une machine. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 70%, il n'a pas tenu compte, enfin, on peut très bien ne jamais l'avoir parce qu'on va changer notre mode de vie, qu'il va se passer des informations. Voilà. Tout n'est pas écrit dans le marbre, évidemment que non. L'épigénétique nous apprend aussi beaucoup sur la génétique, donc je pense qu'il faut rester éveillé à tout ça. Bernard Bougel. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a 2 mondes qui cohabitent. Le monde du business, on va dire, les GAFA, pour faire simple, qui vont se servir de l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent. Et puis les chercheurs, qui, eux, réfléchissent sur l'éthique, etc. Mais au milieu de tout ça, je ne sais pas, que fait le monde politique? Est-ce qu'il est sensible à ça? Est-ce qu'il essaye de réguler? De quelle manière? Est-ce qu'il le peut? Quelles recommandations faites-vous? Donc le comité dont j'ai parlé, c'est le président Macron qui l'a monté avec la gouvernance du Canada. Et on est 15 pays à réfléchir sur ces sujets. Donc je ne crois pas que nos Aboujima en fassent partie, mais Françoise Fogelman, qui est quelqu'un de très bon en machine learning, en fait partie en France. On a deux équipes, innovation, commercialisation, que tient Françoise Fogelman avec une trentaine de personnes. Et de mon côté, c'est sur le futur du travail, avec un leader qui est une femme formidable, qui est japonaise. Les 15 pays sont le Japon, la Corée du Sud, Singapour, l'Australie. Ensuite, on passe sur l'Inde, les États-Unis, le Canada et en Europe, un certain nombre de pays. Plus on a un référent de l'UNESCO et un référent de l'OCDE, puisque le secrétariat est à l'OCDE. Nous sommes là pour 4 ans pour mettre en avant le plus possible où vont être les risques et s'il y a besoin de faire de la juridiction. En Europe, c'est pareil. Après avoir fourni donc, une étude, le HLEG, le Haut Conseil des experts, a fourni un ensemble de questions pour le terreau industriel européen, majoritairement, et derrière, il y a une continuité. Et donc, moi, on me joint pour faire des normes et des standards. J'ai été impliquée dans I3E américain pour faire des normes et des standards sur le nudging. J'ai quitté ce groupe parce que la voix européenne était trop faible. Je le dirigeais, mais j'avais en face de moi que des Américains et des Asiatiques, et qui rigolaient quand on parlait de GDPR. Donc j'ai décidé de ne pas continuer à travailler dans ce sens-là. Il est urgent qu'on parle de culture commune sur ces objets qui n'ont pas de limite. Mais j'ai quand même écrit un livre sur la souveraineté numérique dans l'après-crise pour dire, par exemple, qu'aux États-Unis, eh bien, le gouvernement américain va préférer des solutions américaines. Nous, en France, on va préférer la meilleure des solutions et la moins chère, qui n'est pas forcément une solution française et européenne. Il serait judicieux qu'au moins 50% de nos choix soient dans un sens qui est celui-là. Et que si la mesure est différente, c'est-à-dire qu'au tenté, on peut évaluer qu'effectivement on n'est pas exactement au même niveau que Microsoft ou je ne sais quel géant du numérique, si on ne donne pas à un moment donné le pouvoir d'aller plus vite et plus loin en accumulant des données et en ayant une force de frappe importante en Europe, on n'y arrivera pas. On me dit, dans le gouvernement, pourquoi vous n'y arrivez pas? Et je dis, pourquoi vous ne donnez pas d'argent? Et lorsqu'on était... non mais, il faut être sérieux, quoi, à un moment donné. On a eu des dîners à l'Élysée pour parler de ces sujets-là après des forums internationaux en France. J'ai fait partie de 2 de ces dîners, l'un avec Cédric Villani du temps où il a rendu son rapport, et un deuxième en novembre dernier, avant qu'on monte le GPAI. L'image de la Chine est une réussite. L'image des GAFA est une réussite pour notre gouvernement. Très bien, mais un Américain, Stuart Russell, a posé la question, donnez-vous les moyens. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Lorsque l'IA a battu Go, vous avez vu le nombre,
la puissance développée par les Asiatiques pour combler ça et pour redevenir leader, parce que ce jeu de Go, c'est quand même un jeu ancestral. Non seulement ils ont compris le pouvoir de frappe de tout cela, mais en plus, il y avait un problème culturel fondamental. C'est un jeu, le jeu de Go, c'est un jeu ancestral, c'est un jeu d'élite. On va les uns chez les autres dans la bonne société jouer au Go, et là, c'était des machines faites par des anglo-saxons qui battaient les meilleurs au monde. Donc il y avait une espèce de volonté de changer de ne pas perdre la face. Oui, bonjour, Henri-Paul Soulourdre. Tout d'abord, merci pour la richesse et la complétude de votre exposé. Ma question est assez simple. On m'a offert très récemment un ouvrage, enfin c'est ma nièce, que je n'ai pas encore lu, et qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera ». Voilà, vous connaissez sans doute mieux que moi. Et donc ma question, je ne l'ai pas encore lu, mais vous avez abordé un peu ce sujet, c'est la question du sentiment de l'un vers l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir une petite amie qui soit un robot, et vice-versa, est-ce qu'un robot, je peux devenir C'est exactement le sujet que j'évoque dans ce livre. Je connais très bien le professeur Tisseron pour avoir été de nombreuses fois en conférence avec lui. Il est évidemment pas du tout dans mon domaine, puisqu'il est plutôt psychiatre. Mais justement, en fait, il me semble qu'on s'enrichit si on est à plusieurs à discuter de cela. Lorsqu'il parle du robot, demain mon robot m'aimera, il décrit en fait les biais industriels qui font de la promesse du marketing autour d'objets, alors que la réalité et l'état de l'art de ce qui est vraiment la technologie, elle n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc il faut faire attention à la surcapacitation des robots qui est faite par des personnages éminemment connus qui le font en pensant que c'est quelque chose qui va arriver, mais on n'en est pas certain. Donc il faut être mesuré sur les conséquences qui sont terribles, qui sont montrées par des gens qui ne connaissent pas fondamentalement comment marchent ces systèmes. On est fort si on est à plusieurs voies à comprendre quelles sont les conséquences avec des psychologues, avec des psychiatres. Moi, j'ai beaucoup travaillé en pluridisciplinarité avec des économistes maintenant, mais je ne prétends pas dire quelque chose sur la philosophie. Je dis juste, voilà, j'ai lu ça et ça, très bien. Je n'écrirai pas un livre sur la philosophie. Et là, le jour où mon robot m'aimera tend vers une caricature du robot capable de vous leurrer. Or, pour avoir été dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux avec des personnes, les gens ne sont pas tellement dans le leurre, ils sont dans le jeu avec les machines. Ils sont plus dans une ironie de... après, quand ce sont des personnes qui n'ont jamais connu d'informatique, je pense qu'il y a un fossé qui n'existera bientôt plus. Il y aurait une connaissance de l'outil minimal. Et du coup, ce sera très différent. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui jouaient avec, qui en jouaient comme une mémoire commune. Effectivement, dans le titre, le jour où... Bah oui, non mais c'est comme un jour, comme un point de singularité où la machine va devenir plus intelligente que nous. Eh bien, je ne dirai jamais, mais croyez-moi. On n'aura pas une ethnie particulière qui sera constituée de robots et qui sera... Oui. Par contre, je montre souvent l'espèce de personnage qu'ils ont fait au Japon qui s'appelle Getbox. C'est une fée clochette en bleu, un hologramme d'une jeune fille très sexy. Et c'est comme un Google Home, mais c'est une jeune fille qui vous répond. Et elle prend soin de la personne et elle l'accompagne tout le temps. Et elle caricature le rôle d'une femme à la maison. Donc je décris là, attention, 80% des codeurs sont des hommes et 80% des objets qui sont codés et qui conversent avec nous ont des prénoms féminins, ont des voix féminines, ont des faciès féminins. Qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation de la femme? C'est un assistant virtuel qu'on peut éteindre quand on veut. Oui, ça a déjà été évoqué. Il y a le monde industriel et le monde scientifique, le monde de la recherche. Et vos propos à propos d'Elon Musk en témoignent. Le monde industriel n'est pas très contrôlable. Alors, est-ce que vous pensez réellement qu'une éthique internationale soit en mesure de définir des règles qui soient de nature à travailler pour le bien de l'humanité, si tant est qu'on puisse définir le bien de l'humanité? Deuxième question subsidiaire, mais ça c'est un peu pour le fun. Comment est-ce que vous voyez les propositions de Harari sur l'avenir de l'humanité? Bon, je vais éliminer le deuxième d'abord.
Donc Harari a fait un excellent livre sur l'histoire de l'humanité et en a fait un beaucoup moins bon sur sa vision de là où on allait, quoi. Donc Homo Deus, moi j'ai trouvé beaucoup d'inexactitudes et de projections un peu gratuites sur un futur déprimant. Et quant au dernier qu'il a fait, là, les 21 travaux d'Astérix, voilà, les robots comprennent nos émotions, les robots ont des émotions, enfin bon, ça va, quoi. Dans mon domaine, en tout cas, c'est inexact. Et c'est pas pour demain. Donc j'ai tendance à me méfier, en fait, quand on va trop dans cette facilité. Ça fait vendre. Pardon ? Ça fait vendre. Ouais, sans doute. Mais voilà, donc je préfère avoir... Je pense qu'on manque effectivement de rationalité. Soit on cherche à faire peur extrêmement, soit on cherche à séduire extrêmement. Mais il y a un effet média évident. Hein. Il faut à un moment donné être un peu raisonnable, avoir un peu de sens pratique et se demander à quoi ça sert, est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce que c'est pas du gadget. Et les grandes pensées philosophiques qui vont en découler, j'espère, seront d'une autre tenue. L'éthique internationale ? Sur l'éthique internationale... Alors moi je travaille beaucoup avec des industriels, donc je n'ai pas du tout mis, peut-être que c'est l'impression que j'ai donnée, mais ce n'était pas l'idée, d'un côté le monde de la recherche, de l'autre côté l'industrie. J'ai en fait voulu dire que Ethic by Design, c'est quelque chose qu'il faut construire de plus en plus, et on va trouver par exemple en Californie des premières lois sur le fait qu'une machine par exemple doit se présenter en tant que machine ou en tant qu'être humain. Parce qu'il y a eu des cas où les gens, des personnes se cachaient derrière des machines pour actionner, pour faire décider les choses qui n'étaient pas celles que la personne aurait prises si elle avait su d'où ça venait. Être masqué derrière une machine. Transparence. Donc ça c'est un sujet. On pourrait interdire, on pourrait obliger la machine à dire qui est derrière. Est-ce qu'elle est autonome ou est-ce qu'elle est pilotée par quelqu'un ? D'accord ? De la même façon... Non mais... C'est une loi californienne, et moi je pense que c'était une avancée. De la même façon, vous savez qu'on peut reproduire, synthétiser une voix quasiment parfaitement, et donc je peux faire parler les morts. Je peux vous faire un discours de Gaulle pour vous expliquer la même chose que ce que je vous explique. Ça aura sûrement plus d'impact d'ailleurs, hein. Mais en attendant, ça triche, on est d'accord. Et donc cette tricherie-là va exister. Donc comment ? C'est cette frontière, moi, entre... la ressemblance à l'humain et ce qu'on arrive à faire qui est problématique aussi, hein, puisque à un moment donné, on va jouxter. Quand on voit le dernier système qui fait de la génération de texte sortir des phrases très intelligentes, attention, ce sont des gens qui les ont sortis, ces phrases très intelligentes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la créativité, c'est-à-dire qu'il dit une foultitude de bêtises, mais là arrive quelque chose de très bien, donc on la met devant en disant « Regardez, une machine est capable de faire ça ». Ce n'est pas un mensonge, c'est une sélection de la vérité. Donc il faut faire très attention à ces sélections à propos pour faire passer des performances extrêmement hautes. Donc les industriels ont plus de chances, ou plutôt l'éthique a plus de chances de passer si elle est une vision internationale qu'une vision nationale. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Elle aurait pu être une vision européenne. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait avec la GDPR, avec toutes les erreurs, les difficultés, etc. Mais c'est quand même... très bien. J'ai entendu beaucoup des gens se fichent de cela parce que voilà, mais aussi nous l'envier, hein, à l'extérieur de la France. Les milieux intellectuels américains attendent beaucoup de nous et disent nous, ben, vous voyez dans quel milieu politique nous vivons en ce moment, c'est terrible, hein. On ne peut rien faire. Hein. D'accord ? Donc ils attendent de la vieille Europe qu'il y ait ces rebonds sur l'injustice, sur l'égalité, sur des fondamentaux qu'ils arrivent moins facilement à mettre en avant dans une espèce de triche politique. Donc, il est pour moi fort d'arriver à se mettre d'accord dans un groupe pluriculturel. Hein, l'Asie n'a pas les mêmes référents. En Asie, on a moins peur des robots. On a vécu avec des robots petits. Ceux qui font les robots, ils avaient des idoles robotiques qui étaient là pour sauver le monde. Nous, on avait Frankenstein. Bon, donc ça fait une mémoire collective un peu différente. Bah nous, on fait peut-être plus d'anthropomorphisme, non ? Pardon ? En Europe, il y a plus d'anthropomorphisme qu'en Asie. Oui, il y a plus de projections. Eux, ils jouent vraiment avec ces systèmes. Ils ne sont pas du tout dérangés d'avoir des formes qui se rapprochent de l'humain parce que c'est pas... Mais par exemple, au Japon, on n'a pas de piercing, on n'a pas de tatouage. On ne touche pas au corps. On ne dénature pas le corps. Alors que quand on va vers les États-Unis...
Ceux qui ont des tatouages, ce sont les yakuza. Voilà. Donc c'est très mal vu. C'est très mal vu dans la société. Enfin, dans la société bon teint, d'accord ? À part cette mafia. Mais quand on va de l'autre côté, donc aux États-Unis, s'hybrider pour avoir des capacités plus fortes dans le sport, etc., ça paraît être quelque chose de... le transhumanisme est porté quand même, hein, par ces grands groupes, par les Google, etc. Il y a cette idée d'augmenter l'humain pour son bien, d'accord ? Et que ça va permettre aux gens d'être égaux. Mais quelle vaste fumisterie ! Parce que là, l'injustice est notoire. Hein, on va vendre... Qui va acheter ces systèmes qui vous augmentent ? C'est sûrement les plus riches. Qui va vivre plus longtemps? C'est sûrement les plus riches. Donc là, il y a une inégalité fondamentale. Donc attention à ces discours, il faut vraiment arriver à démystifier. Et je pense qu'il faut construire des repères, que ce n'est pas trop tard en Europe et qu'il faut mettre en avant des leaders sur différents secteurs et qu'il faut le construire avec le gouvernement. Il y a un groupe dont on ne parle jamais, c'est l'armée américaine. Et tout le monde sait que les États-Unis, depuis des dizaines d'années, tout le monde sait que les États-Unis, on ne parle jamais de l'armée américaine. Si, nous on en parle tout le temps. Dans la presse. Dans la presse. Dans la presse, parce que nous on travaille avec l'armée américaine. Justement, l'armée américaine a toujours été en pointe dans tous ces domaines depuis des dizaines d'années, depuis presque une centaine d'années même. Disons depuis les années 40, voilà. Il sera important, et il est particulièrement important de mettre des pare-feux, parce que sinon nous allons nous retrouver face à des docteurs fol-amour. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film hier soir projeté sur BFM sur Trump. C'était particulièrement inquiétant. Bon, voilà. Alors vous avez raison de le dire. En même temps, donc DARPA, la DARPA, c'est-à-dire l'armée américaine, on travaille avec eux depuis fort longtemps, puisque la reconnaissance de la parole, si on a fait autant de progrès, c'est aussi grâce à DARPA. C'est-à-dire qu'ils organisaient des concours où il y avait très peu d'Européens présents, mais mon laboratoire était présent. Jean-Luc Gauvin, qui est quelqu'un qui est éminemment connu au CNRS, a participé pendant 10 ans, 20 ans, à toutes ces évaluations, et nous étions premiers souvent en Europe, d'accord, par rapport aux États-Unis, qui avaient tous les moyens pour arriver devant. Donc on n'aura jamais à rougir des forces des scientifiques présents en France. Mais par contre, il ne faut pas que ça s'étiole. Il faut continuer à croire dans notre recherche française et trouver un moyen de mieux la valoriser, de mieux faire un passage à l'industrie pour qu'effectivement on puisse en avoir toutes les retombées dans la société. Mais je pense qu'il faut faire monter en même temps cette idée de l'éthique qui est différente dans l'armée, hein, qui a une autre éthique, hein, qui a des codes différents. Et donc je ne vais pas rentrer là-dedans sur les machines qui vont avoir la possibilité de tuer, ou etc. Je pense que déjà, avec le sujet de l'autonomie dans la société et des règles éthiques à avoir ensemble pour travailler sur les usages, c'est quelque chose. Je travaille aussi avec la CNIL, puisque c'est la CNIL qui vérifie en fait si on suit ou pas les règles de la RGPD. Il manque très clairement une autre commission, ou alors il va falloir l'augmenter de force réelle pour aller faire de l'audit et l'évaluation sur des systèmes capables de recruter vos enfants à partir de leur voix, de vous proposer tout un tas d'informations en traquant le comportement des gens, qui est mon domaine. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Je vous remercie de votre écoute et puis continuons. Merci Laurent.